Êtes-vous prêt pour l'embarquement? C'est l'heure de se mettre en mode avion. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast En mode avion. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Chantal Despins, qui occupe le poste de directrice des opérations de notre division vacances chez Voyage Laurier du Vallon. Alors, bon matin Chantal, comment vas-tu? Allô Claudia, ça va super bien, merci, toi? Ça va super bien. Écoute, ensemble, aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est très d'actualité autant dans notre domaine du voyage, mais aussi dans la population générale, et c'est le surtourisme. Exact. Donc, on va discuter ensemble un peu, d'abord, c'est quoi le surtourisme, les enjeux qui sont reliés à ça, mais on va aussi présenter aux gens qui nous écoutent des destinations voyage qui sont un peu plus émergentes et qui vont aider justement à contrer le surtourisme et à animer un petit peu des communautés qui, parfois, sont moins visitées, mais qui ont tout autant à offrir que des destinations hyper populaires, parfois même plus. C'est ça. Donc, en fait, avant qu'on débute le sujet d'aujourd'hui, qui est le surtourisme, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, que tu nous parles de ton parcours, autant dans le domaine du voyage que chez Laurier du Vallon. OK, parfait, ça va me faire plaisir. Donc, moi, dans le fond, j'ai commencé en 2005, alors j'entame ma 20e année dans le beau monde du tourisme. J'ai commencé comme agent de voyage, vacances, puis en 2016, j'ai intégré l'équipe de Laurier du Vallon, encore là à titre d'agent de voyage, vacances. Quelques temps après, un an après, on m'a offert le poste de directrice de la succursale de Laurier Québec, que j'ai accepté. J'ai toujours eu, moi, un certain leadership et capacité de gestion. Gestion d'équipe. Un intérêt marqué à ça. Je veux dire, les autres emplois que j'avais faits précédemment, je finis toujours par prendre un peu plus de responsabilité. Fait que c'est en moi. Fait que quand on m'a offert ce poste-là, certain que moi, j'aime les défis, alors j'ai sauté dedans. C'était naturel pour toi, on accepte. Oui, tout à fait. Ceux qui me connaissent le savent. Et donc, c'est ça. Fait qu'après quelques années, je crois que c'était en 2022, où là, encore, il s'est ouvert une opportunité chez Laurier du Vallon, qui est de prendre le poste de directrice d'opération du département vacances. Fait que ça correspondait bien à ma vision d'avenir, à mon désir de grandir dans l'entreprise. Donc, encore là, j'ai sauté j'ai accepté ce défi-là avec le plus grand des plaisirs. Puis que ça fait maintenant, c'est ma 3e année qui commence. Je suis très heureuse parce que ça me permet de combler tous mes besoins, c'est-à-dire que je reste dans la vente des voyages, le contact avec les clients, je suis impliquée dans l'entreprise, je partage mes opinions, ma vision, puis chez Laurier du Vallon, on est une entreprise qui est très, très ouverte, puis on veut beaucoup le développement de nos personnes, fait que je trouve ça, je suis vraiment à ma place, là, je pourrais pas demander mieux. C'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des mondes, tout à fait. Ben, génial. Écoute, je pense qu'on va plonger directement dans le sujet, puis on va aborder le surtourisme. Et je pense que la première chose qu'on pourrait faire, ça serait de définir, en fait, c'est quoi. Je pense que c'est un sujet qui peut être nouveau pour certaines personnes, là, même avant qu'on décide de parler de ça ensemble. On s'est informé un peu, on a écouté d'autres podcasts à ce sujet-là pour un peu voir... Ben, c'est quoi l'opinion des gens en ce moment, c'est quoi qui se passe. Fait que je pense qu'on va y aller d'emblée avec une définition. On a sorti une définition. Je vais te laisser la lire. Oui, je vais vraiment la lire parce que, comme tu dis, c'est un phénomène qui est assez nouveau. Avant la pandémie, on pensait pas du tout à ça. Maintenant, c'est de plus en plus la réalité du voyageur. C'est notre réalité à nous. Fait que qu'est-ce que c'est le surtourisme, en fait? C'est la situation où une destination touristique est visitée par un nombre excessif de touristes, qui va dépasser les capacités d'accueil de la destination en soi. Fait que c'est ce que c'est, le surtourisme. Fait que les voyages sont de plus en plus populaires. Surtout depuis la pandémie, nous, on l'a vu que vraiment. Ça l'a repris énormément. Tu sais, moi, je suis arrivée en début de l'année 2023. Ça commençait à reprendre beaucoup. Je le voyais dans nos tâches quotidiennes, que bon, on commençait à reprendre les communications, le marketing, etc. Mais je pense que ça s'essouffle pas là, comme reprise. C'est de plus en plus, en fait, les gens ont un peu la soif de voyager, puis de découvrir, puis bon, on veut en profiter parce qu'on a été un peu privés
pendant très longtemps de le faire. Là. Puis ça, Claudia, c'est alimenté beaucoup par les réseaux sociaux parce que tout le monde est connecté maintenant. Tout le monde a un compte Instagram, un compte Facebook, puis on est bombardé de belles images de voyage, de vidéos, puis nos amis qui voyagent nous partagent aussi ça. Fait que ça vient créer une espèce d'urgence de vivre, de visiter la destination qui est motivée par la belle image qu'on a vue, la belle ville qu'on a vue. Puis, tout d'un coup, on se ramasse à la destination, puis c'est un petit peu, OK, c'est pas tout à fait ce qu'on avait en tête. Puis, tu sais, juste pour donner des statistiques à l'appui de ça, comment le surtourisme est devenu vraiment présent même pas il y a 10 ans, dans la dernière année. Absolument. On a ressorti quelques statistiques qui, selon l'Organisation mondiale du tourisme, exemple, si on prend de janvier à septembre 2023, partout dans le monde, il y a 975 millions de touristes qui se sont promenés un peu partout. C'est même pas un an, là. Non, c'est même pas un an, c'est 10 mois, comme tu dis. Ça représente une augmentation de 38 % par rapport à 2022. Fait que, on le voit, là, c'est vraiment présent, puis c'est pas juste ici au Québec, c'est mondial, là. C'est mondial. Si on prend, là, exemple, juste la ville de Rome, qui est une ville qu'on connaît tous, qu'on a tous le goût d'y aller, où on est déjà allé, en 2019, Rome a accueilli 19 millions de touristes, par rapport à, en 2023, 35 millions de touristes. C'est presque le double. C'est presque le double. 35 millions de touristes qui veulent tous aller voir la même chose. Tous avoir leurs photos devant la fontaine de Trévi. Le Colisée. Le Colisée. Fait que... Comme tu dis, c'est beaucoup de personnes. On se fait énormément influencer par les réseaux sociaux quand tu as quelqu'un de ta famille, un ami, un conjoint, peu importe, est allé à un endroit... Ben, si tu veux y aller toi aussi, parce que des fois, ça te donne le sentiment que si t'as pas visité cet endroit-là en particulier ou si t'as pas ta photo, ben ton voyage, il est pas complet, t'as manqué quelque chose. Tu manques quelque chose, c'est ça. Alors que c'est loin d'être le cas, en fait, là. Puis, évidemment, le surtourisme, ben ça a beaucoup de conséquences. Ça amène des enjeux pour les endroits qui sont touchés. On en a aussi sorti quelques-uns. Oui, puis c'est un peu ça qu'on veut faire la lumière aussi aujourd'hui. Absolument. Le but n'est pas d'aller complètement défaire les habitudes des gens, puis... tu sais, c'est sûr que nous, au Québec, on va voyager en juillet, on va voyager pendant l'été, mais le monde entier voyage pendant l'été. Fait on le sait qu'on a tous des contraintes avec nos calendriers respectifs, puis c'est normal. Le but, c'est juste un petit peu de mettre en lumière ce que ça cause, des enjeux que ça cause pour les destinations. Et si le voyageur a une certaine ouverture, bien, comment nous, comme conseillers en voyage, on est capable de justement de l'aider pour peut-être y faire découvrir d'autres choses ou quoi. Fait que ça, on va y venir tantôt, mais effectivement, quand on parle des enjeux pour les destinations, il y en a plusieurs. Mais premièrement, on vit une espèce de pic de touristes qui va occasionner, OK, en période de pointe, énormément de monde à la destination pendant peut-être 2-3 mois. Donc là, tu sais, il y a une affluence énorme. L'économie roule, les gens travaillent, les locaux travaillent dans les chemins, les activités à destination, les guides locaux, les restaurants, les choses comme ça roule. Tout le monde est à plein, puis après ça, bang, tout arrête, ça tombe mort, les commerces ferment. Fait que ça, c'est... Tu sais, qu'est-ce qu'on privilégie, ça ou plus un équilibre qui va fonctionner à l'année longue? Ben peut-être, mais tu sais, c'est... Mais ce qu'on disait quand on en parlait un peu avant, c'est que les gens, évidemment, sont motivés quand ils voyagent aussi beaucoup par la météo. Donc, ce qui fait en sorte que, évidemment, les gens vont se rendre à des destinations quand il fait beau le plus possible. Donc, ce qui fait que tout le monde y va en même temps. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une réalité qu'on ne pourra pas nécessairement changer, mais il peut avoir un certain avantage à voyager en période où, justement, il ne fait pas 40 degrés. Parce que visiter le Colisée de Rome à 40 degrés, où tu as 2000 personnes en place, tu pourrais peut-être y aller en octobre, qui va faire 20, puis que ça va être vraiment le fun aussi, qu'il va y avoir moins de monde. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis parmi d'autres enjeux qui sont assez... qu'il faut prendre en considération pour les destinations, les sites touristiques, bien, c'est justement la détérioration des sites, puis qui va souvent, des fois, occasionner des fermetures qui vont être plus fréquentes. Donc, nécessairement, le touriste, le visiteur peut être pénalisé. Absolument. Par exemple, le Machu Picchu qui a été fermé pendant plusieurs mois pour de la restauration. Maintenant, ils sont en train de... Ben, pas ils sont en train, maintenant, ils ont limité le nombre d'accès par jour.
Fait que c'est sûr que nécessairement, quand tu vas au Pérou, tu veux faire un voyage au Pérou, tu vas pas faire un voyage au Pérou, tu fais un voyage au Machu Picchu, puis tu combines avec les... Tu sais, c'est souvent ça ton point d'intérêt principal. Fait que si t'es pas capable d'avoir ton billet comme tu voulais ou quoi, ben ça change complètement l'expérience du voyageur. Là. Parce que c'est sûr que si, comme tu dis, tu vas au Pérou et t'as pas eu la chance de faire le Machu Picchu, c'est pratiquement la première chose qu'on va te demander quand tu reviens de ton voyage, puis ton voyage au Pérou, puis le Machu Picchu. Exact. Donc, effectivement, c'est à considérer, puis ben c'est une très bonne chose qui limite la capacité par jour, mais au niveau du voyageur, ben, il doit réserver son billet d'avance, il faut qu'il y pense, tu sais. Ouais, ça aussi, je pense, on en reparlera comme tu as dit, mais ça fait partie des responsabilités du conseiller en voyage, de lever un drapeau puis de faire... Tout à fait. Faut que tu y penses, même si ton voyage est dans 3, 4, 5 mois, ben pense-y, puis le plus tôt possible, réserve ton billet pour être sûr d'avoir ta place. Oui, pour assurer d'avoir le succès de ton voyage, en fait. Là. Puis, tu sais, dans les autres enjeux aussi que les destinations peuvent vivre, je dis la destination, mais tu sais, c'est aussi... C'est la diminution de la qualité de vie des résidents là-bas pendant la haute saison touristique. Tu sais, on a juste à faire un parallèle avec le festival d'été. Nous, ça dure 10 jours. Les résidents du Vieux-Québec... oui, ils doivent être contents, mais ça amène énormément de monde, du bruit, du trafic et tout ça. Fait que j'imagine ailleurs où c'est durant 4-5 mois, 6 mois qu'ils vivent ça sans arrêt. Des fois, ça peut créer des frustrations auprès des résidents. Là. Puis peut-être que c'est le touriste qui va le sentir parce que le résident va l'accueillir avec une moins grande bonne humeur puis bienvenue dans notre ville. Ben, quand tu es rendu à la fin de la saison touristique, puis que, comme tu dis, ça fait 3, 4, 5 mois que c'est sans arrêt, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pause, là. C'est sûr que c'est fatigant. Puis quand tu habites là-bas, c'est ton... Je veux dire, c'est ton chez-toi. Oui, les gens sont hyper accueillants en général, mais comme tu dis, ça peut être difficile, ça peut être irritant. Ah oui. Puis ils veulent pas le faire sentir non plus. Donc, ça devient effectivement un gros enjeu, je pense. Et d'ailleurs, il y a des villes, tu pourras nous en parler un petit peu, qui mettent des mesures en place, en fait, pour contrer ça, puis essayer de gérer un petit peu l'affluence des touristes. Exactement. Essayer de contrôler un peu. La ville de Venise est un excellent exemple parce que Venise, cette année, c'est tout récent, 2024, pour le début de la saison touristique, justement, ils ont instauré une nouvelle taxe de visite, en fait, que tu payes en ligne, qui a un montant qui va varier entre 5 et 10 euros. Donc, c'est pas très, très, très cher pour le voyageur, puis c'est pas le but non plus. Et ce montant-là va varier selon le nombre de visiteurs qui est prévu cette journée-là. Fait que c'est quand même... Puis tu sais, avec cet argent-là, ben comme on en a parlé, ça va servir à justement, tu sais, restaurer les sites, améliorer les infrastructures. Fait que ça a quand même du bon, tu sais, ça a quand même du bon pour ça. Je sais pas jusqu'à quel point ça freine le touriste qui a prévu d'aller visiter Venise une journée, s'il va vraiment écarter Venise, je ne pense pas, mais pour la ville, c'est certainement un moyen d'accumuler des fonds. Là. Exact, parce que comme tu dis, les gens risquent d'y aller quand même, parce que c'est magnifique, puis ils veulent en profiter, mais tant qu'il y a ça, ben aussi bien, dans le fond, justement, c'est pas un montant qui va les freiner à y aller, mais qui va permettre après ça de rénover, d'offrir une ville qui va être toujours plus belle puis toujours en santé. Exact. Puis, comme tu dis, on en parlait, puis je donnais un exemple quand on va faire des randonnées, s'il y en a qui nous écoutent qui font des randonnées, souvent, au Québec ou peu importe ailleurs, il y a un petit frais d'entrée, 5, 8, 10 $, mais au moins, ben tes sentiers vont être rénovés, vont être bien indiqués, ton expérience va être vraiment meilleur que, un sentier qui est un peu laissé à l'abandon parce que c'est gratuit et c'est accessible à tous. Fait que c'est un peu le même principe pour des endroits comme Venise où est-ce que... c'est en train de le devenir, puis c'est ça qui est intéressant. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu parlais... on parlait des résidents ou des commerçants qui, quand on est rendu en fin de saison, ils sont de moins en moins de bonne humeur. Nous, on le dit à nos clients, si vous avez le choix entre privilégier le début de la saison ou la fin de la saison, début de saison, les sont contents de vous recevoir, sont de bonne humeur, rendus à la fin, là, la patience, la bonne humeur, comme, tu sais, c'est des personnes humaines comme tout le monde, là, fait que c'est normal qu'ils soient peut-être moins accueillants. Puis, des fois, c'est ce qui fait en sorte que l'expérience du voyageur à destination va être hyper positive ou au contraire, on a manqué de service. Puis c'est partout, là. C'est dans les boutiques, les magasins de souvenirs, les restos, les bars, les cafés, là. C'est partout, là. Puis, tu sais, c'est justement...
C'est ça notre rôle. Ben, c'est ça que j'allais te dire. C'est On dirait ça. que j'aurais envie de faire du pont là-dessus puis Ben te oui. demander, les conseillers en voyage, ben là, c'est quoi leur responsabilité face à leurs clients pour justement essayer d'éviter le surtourisme puis bien les conseiller sur qu'est-ce qu'ils s'en vont faire. Exact, c'est ça. Ben, moi, je trouve qu'on a un rôle qui est bien important là-dessus à partir du moment où le client a le goût d'entendre ce qu'on a à y dire, parce que des fois, le client, il arrive avec une demande, mais des fois, le client, il est ouvert à justement nos conseils, nos recommandations. Puis, tu sais, je vais nous ramener à notre mission chez Laurier du Vallon, c'est vraiment, nous, c'est d'accompagner nos clients dans la planification de leur voyage, c'est de simplifier la réalisation de leur projet, puis c'est de leur donner une expérience personnalisée puis une tranquillité d'esprit. Personnaliser, je pense que c'est important, vraiment. Ben oui, parce que le client, il arrive, tu sais, le voyage, là, c'est un besoin, c'est une photo, c'est un coup de cœur qui arrive pour une destination. Le client vient nous voir pour ça. Puis là, OK, je veux aller, juste n'importe quoi, je veux aller dans les îles grecques. OK, bon, ben super, quelle période en juillet? OK, en juillet. Bon, fait que là, tu sais, c'est de dire, ben, y a-t-il d'autres périodes de l'année où vous pourriez y aller parce que juillet, c'est le plus gros mois, c'est là où il va y avoir, premièrement, les prix vont être au plus élevés parce qu'on sait que les prix varient toujours selon l'offre et la demande. Fait que les prix vont être au plus élevés. Économiquement parlant, tu sais, vous n'êtes pas gagnant en y allant à cette période-là. Fait que nous, on essaie d'accompagner nos clients, de leur proposer peut-être des alternatives de date, ou des fois, ils ont des besoins, ils veulent aller dans une destination bien précise. Bien, c'est là où on va peut-être faire, écoute, il y aurait peut-être une autre destination. As-tu pensé à C'est X? ça. T'as-tu pensé peut-être à aller là? Il y aurait un peu moins de monde, mais tu sais, tu vas vivre une expérience qui va être encore plus intéressante parce qu'il y a moins de monde. Les gens qui vont te recevoir là-bas vont être encore plus accueillants, vont avoir le goût de te partager leur destination. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on essaie de les accompagner. On est très heureux quand ça fonctionne. Puis le but, c'est pas de... C'est correct si ça fonctionne pas non plus parce que, tu sais, si tes vacances sont ces 2 semaines-là, c'est ces 2 semaines-là, tu veux y aller pareil, puis tu vas le faire pareil, ton voyage, tu vas avoir un beau voyage pareil. Mais nous, on va t'avoir informé, tu sais, tu vas être en connaissance de cause, là. Tu sais, si tu penses t'en aller 15 juillet à Rome, puis prendre ta photo à la Fontaine de Trévi tout seul, là... Ça va être difficile. Ça marchera pas, là. Mais je pense que c'est ça, en fait, c'est la prise de besoin, puis après ça, ben c'est carte sur table, et c'est, écoutez, ça va être de telle façon, à tel endroit, à tel moment. Exact. Après ça, est-ce que ça vous convient? Oui, parfait. Non? Ben voici ce que, selon mon expérience, selon mon expertise, selon ce que j'ai moi-même vécu en voyage, ou ce que j'ai partagé avec mes collègues, ou peu importe, avez-vous pensé à X choses? Exact. Et on a justement sorti des exemples, parce que je trouve ça intéressant de donner des exemples concrets, parce que ça peut être facile de dire, ah ben on va aller à un endroit moins fréquenté ou qu'on n'a pas pensé, mais c'est quoi ce genre d'endroit-là? Fait que je pense que juste en donnant des exemples aux gens qui nous écoutent, ça va inspirer, puis ça va montrer justement que peu importe la destination que tu as en tête, là, il existe peut-être une alternative exact. Qui viendrait te faire vivre une expérience qui va être encore plus positive, encore plus authentique. On le voit, là, les clients, là, de plus en plus, ils veulent vivre quelque chose à destination, ils veulent rencontrer du monde, ils veulent s'imprégner. Fait que ça, tu peux pas faire ça quand tu choisis une destination qui est hyper touristique. Puis, tu sais, tu vas être un parmi tant d'autres. Puis c'est un bon exemple... tu sais, quand tu penses aux îles grecques, là, tout le monde pense à Mykonos puis à Santorin. Puis c'est parfait, là, c'est super. C'est des belles îles. Mais ça revient, excuse-moi, je te coupe 2 secondes, mais ça bon. Revient au fait que c'est toujours les îles qu'on voit sur les photos. Oui. Tu sais, tu vas même sur les sites de voyage. sans arrêt. Exact. Sans arrêt. Même les forfaits qui sont offerts par les fournisseurs, puis c'est super parce que c'est des super de beaux forfaits, mais ça reste que souvent, ben ils savent que c'est ce que les gens recherchent, donc c'est ce qu'ils offrent et c'est parfait, mais c'est sûr que si les gens voient toujours ça, tu sais, Mykonos, Santorin, on nomme les îles grecques, c'est la première chose à laquelle on pense, mais il y en a tellement d'autres. Il y en a plein d'autres encore. Tu sais, les gens pensent pas. Il y a Sifnof, il y a Paros, il y a Milos, qui sont des plus petites îles, plus authentiques. Je vais revenir souvent avec ce mot-là parce que c'est quand même un mot qui est clé. Ils sont plus vrais, plus tranquilles, moins touristiques, avec... C'est le même concept, là. C'est les petites maisons blanches, les colorées. Le bleu, le blanc. Le blanc. Donc, c'est la même chose. C'est juste que la photo que tu vas prendre...
Je donne un exemple, là. Santorin, là, c'est un port de croisière qui est hyper populaire, OK? Mais quand tu arrives à Santorin, là, c'est pas rare qu'il peut avoir 3, 4, 5 navires de, je sais pas, 3000, 4000, 6000 personnes à la fois qui débarquent toutes en même temps puis qui sont là de 10 à 4 là, et qui veulent tous monter en haut puis aller prendre la photo. Fait que, OK, alors que je vais avoir l'île de Milos à côté qui a bien moins de monde, qui est moins connu puis qui va me donner des points de vue autant hallucinants que Santorin, là. Fait que, il est là notre rôle, à juste aller tout switcher puis aller proposer autre chose. Absolument. Puis, je veux dire, les gens vont tout aussi bien manger, vont tout aussi bien, je veux dire, avoir une belle météo, avoir... Ils vont se faire bien accueillir par les gens sur place. Ben, exact. Puis, ben, la Grèce, je pense que c'est un super de bon exemple. Puis, je pense qu'on peut parler aussi, bon, les safaris, écoute, c'est des choses que les gens qui viennent vous voir recherchent parfois. OK, on veut aller en Afrique, on a le goût de, bon, vivre une aventure, on veut aller en safari. Ben là, tu penses à quoi? OK, ben la Tanzanie. Tanzanie, Afrique le Kenya. du Sud. Ben, exact. Mais, encore une fois, ce sont des super beaux endroits où est-ce que vous pourrez faire un safari de rêve, mais... Il y a d'autres options. Il y a d'autres pays qui offrent des safaris en Afrique, qui vont offrir autant le côté sécuritaire avec des bonnes infrastructures hôtelières aussi. On n'a qu'à penser, là, la Namibie, entre autres, le Gabon, qui est de plus en plus, là, qui a donné une bonne offre au niveau de l'expérience de safari à destination. Le Rwanda, qui est un pays, je vais dire, magnifique. Le Rwanda, là, Claudia, là, c'est comme la Suisse de l'Afrique. C'est un pays, là, très, très verdoyant. C'est un des premiers pays qui ont été sensibilisés au développement durable. Ça a été un des premiers pays à interdire les bouteilles de plastique, les sacs de plastique. C'est ce que tu me disais, qu'on avait regardé voir c'était depuis quand, mais que depuis 2020, oui. Le Rwanda avait instauré des mesures contre le plastique à usage unique. C'est-à-dire que je pense que tu ne peux pas amener là-bas... non, des bouteilles de plastique. C'est ça. Ni des sacs. C'est fou quand même, là. C'est fou, mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Puis, tu sais, tu t'attends pas à ça. Je m'excuse, là, mais sans préjugés, mais tu t'attends pas à ça nécessairement d'un pays comme le Rwanda, tu sais, avec la compréhension puis tout l'historique qu'on a quand on pense à ce pays-là. Mais c'est magnifique. La ville de Kigali, là, tu sais que dans la ville de Kigali, à tous les mercredis après-midi, tout s'arrête et les gens font du yoga dans la ville. Wow! Non, parce j'avais aucune idée. qu'ils sont... tu sais, bien-être, relax, écologie, tu sais, éco-durable et tout ça, c'est vraiment... Puis au Rwanda, on fait pour aller voir les gorilles, c'est la place de rêve, là. Fait que... Mais c'est des endroits qu'on va pas penser. Puis encore là, ben c'est notre rôle de, des fois, vous proposer autre chose. Absolument. Ben, c'est un super de bon exemple. Puis je pense qu'un autre exemple qu'on peut donner, ben, c'est l'Italie. Tantôt, on a beaucoup parlé de Rome, on a parlé de Venise, mais encore une fois, des photos qu'on voit tout le temps quand on recherche des images de l'Italie, ben, les 5 terres. Ouais. J'y suis allée, c'est magnifique, on s'entend, mais effectivement... Tu fais la file. Il y a beaucoup de monde. Tu fais la file pour visiter les villages. Il y a beaucoup de monde, puis quand tu viens, bon, au bout de la falaise pour justement prendre ta vue des magnifiques maisons colorées, tu fais un petit peu du coude. Donc à ce moment-là, toi, tu m'avais dit, pourquoi pas les Pouilles? Oui, bien les Pouilles, ou même encore, tu sais, les 5 terres sont dans la région de Ligurie, mais là, juste un petit peu plus au nord, il y a une autre ville qui s'appelle Camogli, qui est... On a regardé des photos, mon Dieu, c'est les 5 terres, puis il n'y a pas personne. Fait que, tu sais, c'est... Mais les gens, ils veulent toujours aller là où, tu sais, c'est on the spot, là, mettons, si je peux dire, là où c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est un peu un effet de groupe aussi. Ouais. Tu sais, si toutes les dernières personnes à qui tu as parlé, tu sais, hey, moi, je m'en vais en Italie, as-tu des conseils à me donner? Il faut que tu ailles aux 5 terres. Moi, c'est ce que je me suis fait dire, évidemment. Puis même, j'achète un guide, sur l'Italie, les itinéraires, c'est sûr que ça va me le proposer. Puis encore une fois, on le répète, c'est magnifique, mais c'est un petit peu moins authentique, justement, que si tu vas dans des plus petits endroits, moins fréquentés. Bien, surtout si on y va en haute période. C'est sûr que, tu sais, si on y va en plus basse saison, là, oui, on va être capable, comme tu dis, de prendre ta photo, puis qu'il y ait moins de monde, puis tu sais, que tu aies une expérience un petit peu plus positive. La Côte-Amalfitaine, c'est la même chose. Les gens qui pensent pas à la région des Pouilles, qui est complètement dans le talon de la botte, là, si on peut dire, là, mais... C'est magnifique comme place, là. C'est petit, c'est charmant. Il y a des plages, des petits villages, tu sais, vraiment authentiques, encore une fois, vrais. Fait que c'est intéressant
d'ouvrir son horizon pour voir, y a-t-il d'autres places qui m'en offriraient autant, mais que, tu sais, je serais pas pris dans le monde, là. Mais tantôt, justement, tu parlais un petit peu des navires de croisière. Bon, quand tu vas à des endroits comme Mykonos ou Santorin, où est-ce que, bon, t'as énormément de navires qui débarquent en même temps. Si les gens aiment faire des croisières, si c'est le genre de voyage qui les intéresse, y a-tu des façons, justement, parce que, je veux dire, si tu regardes les grandes compagnies de croisière, souvent, c'est un petit peu les mêmes itinéraires, je veux dire, qui vont dans les ports d'escale les plus populaires, puis sont des magnifiques ports d'escale, mais on en discutait ensemble, puis il y a des façons d'avoir des itinéraires qui sont différents, d'aller dans des plus petits endroits. C'est quoi c'est en privilégiant des compagnies de croisière, tu sais, qui proposent des flottes avec des plus petits navires. Fait qu'à partir du moment où on choisit une compagnie qui va offrir des plus petits navires, je peux-tu en nommer quelques-unes? Oui. Exemple, Oceania, Azamara, Ponant. Donc, les navires sont plus petits. Mais peux-tu nous donner un exemple? Parce que, de la différence de passagers à bord. Ah, ben écoute, versus... on va avoir un... Puis c'est pas négatif, c'est vraiment juste de donner un état d'esprit, de donner l'état, les faits, ce qu'il y en a. Puis après ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent avec leurs besoins, en fait, leur information. Mais exemple, Ponant a un navire qui fait les îles grecques de 200 passagers, la compagnie Ponant, alors qu'on a NCL ou Royal Caribbean qui va faire avec des navires de 4000, 5000 passagers. Fait que ce que ça fait comme différence, c'est que Ponant va aller dans des îles que personne connaît, où personne va. Parce que les gros navires ne peuvent Ils peuvent pas accoster. Non, c'est ça, ils peuvent pas accoster. Exactement. C'est pas permis par les autorités portuaires. Puis même, physiquement, c'est pas possible parce que l'île non plus est pas capable de supporter autant de personnes qui vont rentrer d'un coup dans une journée. Fait que, des fois, c'est des choses à laquelle on pense pas. On pense que, oh mon Dieu, ça va coûter, c'est donc bien cher, c'est juste du haut de gamme et tout ça. Oui, c'est plus haut de gamme quand on choisit une compagnie de croisière qui est une plus petit ratio de personnes, plus petite capacité. Mais il faut penser que, tu sais, dans une croisière, il y a beaucoup de coûts additionnels. Absolument. Les excursions, les pourboires, les forfaits boissons. Ça s'accumule rapidement quand même, là. Oui, effectivement. Puis, on avait fait des comparaisons dans le passé où tu prenais une croisière, je vais dire plus de masse, mettons, plus populaire. Tu arrives à un prix final quand tu prends tout, qui est pas très loin du prix de la petite compagnie de croisière plus haut de gamme, qui, elle, t'inclut tout. Puis, qui te fait vivre une expérience tellement plus personnalisée, tellement plus humaine, je vais dire, à destination. Mais je pense que c'est de voir, puis ça dépend tout le temps de ce que le client recherche. C'est ce que j'allais dire. Les deux expériences sont bonnes, les deux expériences sont différentes. Exact. Et à ce moment-là, quand tu vas discuter avec ton conseiller, ben c'est son rôle, encore une fois, de dire, ben écoute, c'est quoi tes attentes, c'est quoi tes besoins? Exact. Puis moi, je vais t'offrir l'éventail de ce qui est disponible. Puis on regardera après ça, ben aussi, c'est quoi ton budget, évidemment, c'est super important. Les avantages, puis les avantages et désavantages de chacune des options. Puis après ça, le client prend sa décision, puis on vit avec, puis c'est parfait, là. Le voyage va toujours être un succès au final. Tu sais, peu importe le choix que le client ait fait, parce que c'est son choix, c'est ses attentes et tout ça. Mais tu sais, des fois, on est capable d'aller, aller faire un petit kick de plus. Exactement. C'est ça. Puis je pense que j'aimerais ça qu'on termine avec un 5e exemple qui serait, bon, évidemment, les voyages dans le sud sont très, très populaires. Ouais. Mexique, Jamaïque, République dominicaine, 1 semaine, 2 semaines, tout inclus. Bon, c'est génial. C'est des super expériences. Mais évidemment, les gens, bon, on va prendre le Mexique, par exemple. Si je viens pour réserver mon tout inclus, j'ai tendance à penser Riviera Maya. Bon, Riviera, Cancun, les grandes destinations avec les gros resorts, puis tout ça. Mais est-ce qu'il y a des possibilités de sortir de ça et de vivre une semaine tout autant relaxante ou est-ce que j'ai pas à penser? Parce que je pense que c'est un peu ça le but des tout inclus aussi. On a le goût de relaxer. C'est d'aller se reposer, là. Exact, on veut être tranquille ou pas, mais on veut pas avoir à penser. Tout est inclus, ça le dit. Exact. Mais est-ce qu'il y a quelque chose... l'île de Holbox, au Mexique, est une alternative où, justement, on est dans la péninsule du Yucatan. C'est pas encore hyper connu. C'est des plus petits hôtels. On n'est pas du tout dans le même style du gros resort Sainte-Étoile à Riviera-Maya, mais on est dans une destination où la mer, la plage, la petite rue tout en de sable avec des petits bars, des cafés, des boutiques. C'est complètement une autre expérience. Fait que ça, encore là, tout est une question de besoin du voyageur et
notre rôle à nous, ben comme tu l'as dit tantôt, c'est juste de lui énoncer, de lui proposer les options, mais faut, à partir du moment où tu sais que, tu sais, nous, le but aujourd'hui, c'est de vous donner peut-être un peu des alternatives, de vous expliquer un peu, écoute, si tu as le goût d'aller là, tu peux peut-être aller là, c'est une autre destination, une nouvelle destination, puis tu vas y gagner tout autant, sinon plus, là. Bien, absolument, et je pense aussi que le but, ben, c'est, oui, d'ouvrir ses horizons, mais c'est aussi, on va revenir à notre sujet principal, de travailler pour, justement, ben, pas sensibiliser les gens au surtourisme. Parce que... Ils n'ont pas conscience, puis c'est normal aussi. C'est normal parce que, tu sais, au départ, là, c'est toujours l'émotion qui guide. Fait que quand ils viennent te voir, les clients, là, c'est que leur émotion est là, ils veulent y aller, là. Ils veulent y aller, ils ont vu des photos, ils en ont entendu parler, comme on a dit tantôt. Fait que c'est, tu sais, c'est juste de peut-être des fois, comme on l'a dit, de s'ouvrir puis d'aller proposer une autre... exact, parce que... Une autre option. C'est des destinations, celles que tu as nommées en alternative, qui ont envie d'accueillir des gens, ça va faire vivre la destination, puis c'est juste du positif finalement, et peut-être que ça va un petit peu désengorger les autres endroits. Exactement. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont y aller, là. Je veux dire, à Venise, à Rome, aux Cinq-Terre. Oui, c'est les classiques. Mais si on veut pas, parce que je veux dire, là, si on regarde ça, puis ça continue comme ça dans 10, 15, 20 ans, ben malheureusement, il y a des sites, littéralement, qui vont fermer. Puis peut-être pas aussi longtemps que tu dis. Peut-être que ça va arriver bien avant 10 ans. Parce que si ça continue d'augmenter au rythme que ça augmente de 38% par année, là... Ben, je pense que je vais résumer ça, en fait, avec le fait que il y a toujours une alternative à la destination que vous avez en tête. On peut vous proposer, en tant que conseiller en voyage, une autre option à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, qui va vous faire vivre, on va le dire une dernière fois, une expérience authentique à destination et qui va vous faire vivre tout autant un voyage de rêve. Exact. Et, encore une fois, qui est un moyen concret, carrément, de lutter contre le surtourisme et d'éviter que cet enjeu-là prenne encore plus d'ampleur dans les prochaines années. Exactement. Alors, je pense qu'on a fait le tour, Chantal, de notre sujet aujourd'hui. C'était un beau sujet, Claudia. Je trouve ça super intéressant. Je crois que les gens... Oui, mais moi aussi, j'ai adoré discuter avec toi. J'espère que tu seras de retour. Mais je pense que si ça peut sensibiliser un peu les gens qui nous écoutent à cet enjeu-là, qui en parlent autour d'eux, puis qu'on lutte ensemble contre le surtourisme. Exactement. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés pour cet épisode du podcast En mode avion. Et on se revoit dans un prochain épisode. C'est bon. Merci. Bye, Claudia. Bye bye.